Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Radio 4 quarts. C'est le 22e numéro aujourd'hui. Malheureusement, votre fidèle Nassourdine n'est pas là. J'ai pris sa place et j'ai pas trop envie de me lever là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors aujourd'hui, 22e numéro et on est avec Fatia et Leslie. Alors Fatia qui est une habituée maintenant. Comment ça va Fatia? Ça va très bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Un mois, je crois. C'est vrai, ça fait un petit moment quand même. Et Leslie qui va faire sa première émission avec nous. Bienvenue. Merci. Si on est trop pauvre, on peut pas mettre les sons à l'aide. On peut pas mettre les sons, on n'a pas encore les moyens fait ça techniques. nous-mêmes. Ça va venir un peu plus tard, on l'espère. Comment ça va Leslie? Ça va super. Première émission, bienvenue. Merci. Comme chez toi. Ok. Et puis voilà, bienvenue dans la famille parce qu'on reçoit de plus en plus de chroniqueurs et de chroniqueuses. Là, ces derniers mois, il y en a eu minimum 4-5 nouveaux. Et ça continue, on aime bien. Et donc au sommaire aujourd'hui de cette 22e édition, 3 sujets. On va d'abord commencer par parler de la situation en Guadeloupe. C'est assez chaud depuis quasiment une semaine. Donc on va en parler de ça, c'est moi qui vais m'en occuper. Et ensuite, on va parler de la manifestation organisée notamment par le collectif Nous Toutes. Et ça, c'est Leslie qui va nous en parler. Et ensuite, on va terminer par la musique. Et ça, c'est Fatia qui va nous en parler. On va parler des Energy Music Awards, mais pas que. On va parler d'autres sujets qui sont liés à cette cérémonie. Donc, on va commencer sans plus tarder par le premier sujet. Et donc, si vous avez suivi l'actualité depuis plusieurs jours, quasiment une semaine maintenant, la Guadeloupe est secouée par de violentes contestations contre le pass sanitaire, mais pas que. Comme le disent beaucoup de Guadeloupéens, le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants, c'est juste la goutte d'eau. C'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà bien rempli comme il faut, notamment par des scandales comme le scandale du chlordécone, donc un pesticide qui a été utilisé de 72 à 93 et qui fait que la Guadeloupe et la Martinique, la quasi-totalité de l'île est contaminée, les eaux sont contaminées, les rivières sont contaminées et ça provoque notamment des cas de cancer et d'autres maladies. Il y a aussi le fait que l'hôpital soit complètement laissé à l'abandon et la crise sanitaire n'a fait que renforcer cet abandon-là. Et sans parler du prix de la vie qui est cher, les aliments qui sont chers dans les magasins, etc. Et tu rajoutes à tout ça les problèmes sociaux, notamment un taux de chômage qui est très élevé. C'est 17% en Guadeloupe, par exemple. C'est 2 fois plus que ce qu'on peut voir ici en métropole. On a 8% de chômage. Et tu rajoutes à tout ça des problèmes d'eau et même d'électricité. Et on comprend en fait le fait qu'aujourd'hui, plus ou moins, les Guadeloupéens soient révoltés. Alors il y a eu quelques incidents, des pillages, des incendies, des barrages. Et la première réponse du gouvernement a été d'envoyer des policiers, 200 policiers, 50 membres du GIGN. Et les manifestations continuent toujours. Et aujourd'hui, il y a toujours le couvre-feu qui reste instauré. La situation commence à être un peu contagieuse puisque la Martinique, depuis 2 jours maintenant, est en grève générale. Il n'y a pas d'effet de violence pour le moment. On espère que ça va continuer comme ça. Mais en tout cas, la situation est très inquiétante et on va en parler avec vous ce soir, les filles. Ma première question, est-ce que vous comprenez la colère des Guadeloupéens? On te donne la parole, vas-y, go. Moi, je comprends totalement la colère des Guadeloupéens parce que déjà, la situation en Guadeloupe, elle est difficile. Et on leur ajoute aussi le pass sanitaire, le couvre-feu et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que c'est pas trop ça. Et moi, j'ai l'impression, en fait, au vu de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a aussi un décalage entre les mesures prises et la réalité, en fait, que vivent les Guadeloupéens dans leur pays. Là, tu penses à quel décalage, par exemple? Tu penses à quoi exactement? Par exemple, le couvre-feu, je pense que c'est un décalage parce que déjà, comme tu as parlé de chômage, etc., ça restreint aussi les activités professionnelles, je pense. Oui, totalement. Alors, concernant le couvre-feu, excuse-moi, je te coupais, le couvre-feu a été mis en place là par rapport aux derniers événements.
Mais il y a eu le couvre-feu quand il y avait le couvre-feu en France aussi. C'est vrai que là-bas, ça a duré un peu plus longtemps, il me semble. Mais là, ils l'ont remis en place suite aux différents événements qui se déroulent là-bas ces derniers jours. Toi, Fatia, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette situation-là en Guadeloupe? Je pense que la première des choses, c'est avant d'essayer de mater la population en envoyant le GIGN, le ci, le ça et tout ce qui va avec, c'est d'essayer de plutôt commencer à aller directement vers la population martiniquaise et guadeloupéenne en créant ou en analysant d'abord la situation de l'île, des îles en question, pour adapter aussi les politiques spécialement pour eux, parce que je pense ça ne peut pas marcher en fait. Les politiques de la métropole, dans les îles, les vies ne sont pas du tout les mêmes. Les questions aussi, les questions en général qui concernent certains domaines ne sont pas du tout les mêmes. Et s'il y a des tensions, je pense que c'est dû aussi à un manque d'écoute. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec vous parce que la première réponse du gouvernement a été d'envoyer des policiers. Et certains disaient, je lisais sur les réseaux sociaux, l'argent qui a été déployé pour envoyer des policiers là-bas aurait pu résoudre certains problèmes, notamment au niveau de l'hôpital. Parce qu'on l'a vu pendant la crise sanitaire, c'était assez compliqué dans les hôpitaux au niveau des îles. Mais concernant la vaccination, on voit beaucoup de contestations contre le vaccin et le pass sanitaire. Est-ce que vous comprenez cette contestation quand même? On sait qu'en France, on a ce problème-là aussi. Il y a de la réticence, mais là-bas, la réticence, elle est encore plus marquée. Alors moi, concernant les contestations, je pense que toute information autour d'une nouvelle chose qui peut inquiéter la population passe par la sensibilisation autour du sujet. On a chacun notre avis, certains s'y opposent comme en France, certains comme en métropole plutôt, et certains ne s'y opposent pas, mais tout passe par la communication et sans l'imposer surtout. Je pense on est dans une démocratie, encore une fois, on n'a pas à imposer des choses, quand bien même elles peuvent ou elles ne peuvent pas en fait assurer notre propre sécurité et notre propre amélioration en termes de santé. Après, c'est assez particulier le cas de la Guadeloupe, par exemple. Moi, j'ai l'impression que les populations sont un peu méfiants. Ils n'ont pas confiance au gouvernement. Pas qu'ils n'ont pas confiance au vaccin en lui-même, mais plutôt au gouvernement quand on sait les scandales qui ont eu lieu là-bas. Là, tout à l'heure, je parlais du chlordécone. Donc, c'est un pesticide qui a été utilisé là-bas dans les bananeraies. Et on s'est rendu compte à la fin des années 90-2000 qu'en fait, que ça contaminait les sols, les eaux et tout. Il y a énormément de personnes qui tombent malades tout le temps. Des cancers et d'autres maladies encore. Au début, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien direct entre ces deux éléments. Donc, quand on sait ça, et qu'on sait que ce phénomène-là, le sol va rester contaminé encore pendant plusieurs centaines d'années, est-ce qu'on ne comprend pas un peu plus la méfiance des populations vis-à-vis du vaccin? Oui, on comprend en fait un peu plus la méfiance parce que quand on regarde bien tout ce qui est lié au Covid, c'est vrai que ça rappelle en fait ce dont tu viens de parler parce que du coup la gestion en fait de la crise sanitaire, elle s'est fait un peu beaucoup de manière compliquée. Et aussi par rapport à la vaccination, on n'a pas assez de recul. Et le fait que l'État français nous impose cette vaccination-là, ça crée de la méfiance. Et donc on comprend bien les Guadeloupéens du coup. Moi, ce que j'aimerais rajouter également, c'est que concernant leur situation... Parle un peu plus dans le micro. Ah oui, pardon. Concernant leur situation, c'est vrai que, en fait, je pense que c'est un cumul, comme tu as dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et je pense même qu'il a fait déborder la bassine et la piscine aussi, j'imagine. Mais c'était la goutte de trop, étant donné que, encore une fois, il y a ce souci lié au manque de connaissance du territoire et des questions qui les touchent. On peut aussi discuter, faire un parallèle avec les prix qui sont imposés, les produits alimentaires même, qui leur sont plus pas vraiment les prix, mais plus les produits alimentaires qui leur sont imposés et qui doivent obligatoirement venir de France. Tout ça en sachant la distance
je suis désolée, mais c'est des prix exorbitants. Nous-mêmes en France, on est là, on n'en peut plus. Ouais. Mais alors, sur ces îles où on leur impose de devoir vivre principalement avec des produits provenant de la métropole et non des pays aux alentours qui leur reviendraient moins cher, c'est aussi quelque chose qui est dérangeant. Ouais. Et encore une fois, je pense que la politique n'est pas adaptée. La politique, en tout cas sur ces territoires, n'est pas adaptée à leur situation. Et avant de le régler en essayant de mater la population, encore une fois, c'est vraiment le terme, parce que je trouve que c'est choquant les vidéos qui tournent autour de ce qui se passe là-bas, où clairement, en plus, ce que l'on voit à travers ces vidéos-là, qui nous viennent de ces populations, c'est que eux-mêmes ne se sentent pas, ne tolèrent pas cette présence des forces de l'ordre qui n'est pas compréhensible en fait. Ils ne comprennent pas, ils se sentent eux-mêmes agressés car on ne les écoute pas et la seule réponse que l'on leur donne, c'est par la force et même l'agression tout simplement. Tu as évoqué un truc très important, c'est les prix. C'est les prix des denrées alimentaires quotidiennes qui sont très chers. Je voyais tout à l'heure que par exemple un beurre que nous on va acheter ici 1,50 € pouvait être vendu là-bas 2,50 €. Et quand on sait qu'au niveau des salaires, ils ne sont pas forcément payés plus, est-ce qu'il n'y a pas une différence de traitement entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine? Il y a même ce souci, on va élargir le débat au niveau des personnes de Lille en fait qui partent en métropole pour étudier. Je dis pas que ce n'est pas normal, mais ce que je ne trouve pas normal, c'est pourquoi est-ce qu'ils partent quand l'éducation ou la qualité de l'éducation qui leur est mis à leur disposition devrait être la même partout. C'est le même lien en même temps avec la banlieue qu'on peut faire, ce souci en fait de pourquoi les gens ou même de... Là, j'élargis un peu plus, hein, mais pourquoi, en fait, il y a toujours cette question de Paris et Paris... Ce qu'elle propose Non, pas ce qu'elle Paris, propose. En gros, t'as Paris et le reste, quoi. Voilà, très comme... Il y a une différence de traitement, clairement. Oui, clairement. En fait, c'est toujours la même chose. À Paris, tout est... Ah, j'ai oublié. Tout est centralisé. Voilà, merci. Le problème de la centralisation de toutes les choses, mais à Paris, que ce soit du travail, que ce soit des écoles, que ce soit du niveau d'études, du programme qui est proposé, plutôt. Toute cette centralisation autour de Paris vient encore une fois nous questionner de façon plus large sur les conditions, sur le pourquoi les jeunes qui habitent en Guadeloupe ou en Martinique viennent étudier à Paris. Pourquoi les provinciaux viennent étudier à Paris encore une fois. Pourquoi les banlieusards aussi ne se sentent pas inclus et sont obligés de venir également et tenter leur chance à Paris, mais il y a encore ce souci-là d'être admis. Pourquoi tout est centralisé aussi? Il y a cette question-là. Et si tout était moins centralisé, il y aurait moins ce souci aussi de fuite de ceux qui pourraient faire avancer les choses. Fatia évoque un sujet très important là, le fait que tout soit centralisé à Paris. Et le fait que ça soit centralisé à Paris, on va dire les provinciaux, entre guillemets, c'est un peu plus facile pour eux de limiter cette centralisation-là. Mais c'est encore plus difficile pour les ultramarins. Et aujourd'hui, concrètement, ça serait quoi les solutions? Quelles sont les solutions aujourd'hui pour mettre fin à cette crise, concrètement, selon vous? De revoir en fait le système d'éducation. Enfin, comme on parle d'éducation, donc de revoir le système d'éducation, de voir est-ce que dans les pays d'outre-mer, comment est apportée l'éducation aux jeunes. Est-ce que c'est vraiment la même qu'en métropole, ou de voir en fait les inégalités de pointer les inégalités pour pouvoir apporter des axes d'amélioration dans ce sens-là. C'est clairement un problème de moyens en fait, parce que tout à l'heure on a parlé de l'hôpital, c'est une question d'éducation, une question de moyens. Il y a pas mal de chômage, on a dit, 2 fois plus qu'ici en métropole. Donc, il y a du travail à faire. Et on sait que c'est pas nous, autour de cette table-là, on n'est pas suffisamment payés pour trouver ces solutions-là. Donc, on n'est même pas payés, mais... on n'est pas payés tout court. Faut le dire. En tout cas, les amis, donnez-nous votre avis sur la situation en Guadeloupe.
Et dernière question, parce qu'on sait qu'il y a bientôt les élections présidentielles, on est à 5 mois des élections. Est-ce que cette crise en Guadeloupe qui commence à aller en Martinique aussi, est-ce que ça peut avoir un impact sur les élections? Et si oui, selon vous, quel pourrait être cet impact-là? Bah, comme on l'a lu tout à l'heure avec Fatia, on a vu que oui, ça avait un impact en fait. Ça faisait écho à les élections présidentielles. Et on a vu aussi notamment que ça... Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est comme si, en fait, ça entachait aussi l'image, l'image du président actuel, Emmanuel Macron. Et c'est vrai, en fait, parce que du coup, la gestion de la crise, c'est lui son gouvernement qui la gère, mais ça pose problème. Et donc, on a vu que plusieurs candidats aussi ont donné leur avis. Ils étaient un peu contre le président et ses mesures face à la situation de la Guadeloupe. Et donc oui, ça a un impact. Ça aura un impact. Après, on rajoute une chose, c'est que je défends ni là le président ni autre chose, on défend personne, on défend pas les politiques. C'est très facile de la part des politiciens de critiquer l'actuel président, en sachant aussi que ce sont plusieurs conséquences en fait, plusieurs choses qui s'accumulent de Bien génération en génération. Là, on parle du président parce que ça a lieu sous son mandat, mais tout ça, c'est un cumul. Donc, on ne peut pas oublier ça date pas d'aujourd'hui. Et c'est comme les politiques, malheureusement. Toute décision ou toute décision politique ou tout travail, en tout cas, prend énormément de temps. L'administration, encore une fois, c'est très long. C'est très long pour créer un projet ou le mettre en place, tout simplement. Il y a énormément de discussions, il y a énormément de projets aussi qui changent tout simplement de nom pour ne pas se casser la tête à en créer de nouveaux. C'est un très très gros débat aussi. C'est un très très gros débat qu'on peut laisser peut-être pour une prochaine fois, je sais pas. Pour une prochaine fois, totalement. Voilà. En tout cas, on espère que la situation en Guadeloupe va se calmer. Et en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes de l'île, essayez de nous dire un peu comment ça se passe là-bas. On va passer désormais au deuxième sujet. Et c'est Leslie qui va nous parler de la manifestation du week-end dernier. Leslie, on t'écoute. Ok, je vais vous parler de la manifestation qui a été faite par Nous Toutes. Alors Nous Toutes, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui lutte, une association féministe qui lutte contre les violences faites aux femmes ainsi que les enfants. Et elle a été faite le 20 novembre, je voulais dire. Pourquoi le 20 novembre ? Parce que c'était la journée internationale des droits des enfants. Donc, pour marquer le coup, ils ont décidé de faire ce jour-là, et qui était aussi 5 jours avant, du coup, la journée internationale contre les violences faites aux femmes, qui est demain. Il y a eu donc la manifestation, elle s'est faite sur Paris. Donc à partir de Place République jusque vers Nation. Elle a rassemblé plus de 50 000 personnes selon les organisatrices, mais 18 000 personnes selon la préfecture de police. Donc il y a eu les cortèges, ils ont également défilé à Reims, Rouen et Chartres, Le Mans et Limoges. Il y a 2 ans, il y avait déjà eu des manifestations par rapport à ça. Donc, en fait, chaque année, elles ont l'habitude de manifester. Sauf qu'elles l'ont pas fait pendant 2 ans à cause de la crise sanitaire. Et ça a rassemblé plus de 100 000 personnes. Dans toute la France. Dans toute la France. Et c'est une association qui est très active aussi sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je les suis sur Instagram, donc j'ai connu là. Ils ont un gros site internet, ils ont beaucoup d'adhérents et voilà. Merci Leslie pour cette première chronique qui est plutôt très réussite, je dirais. En tout cas, c'est une manifestation qui est nécessaire parce qu'aujourd'hui, on sait que depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, 102 femmes sont décédées sous le coup soit de leur mari ou de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Quand on sait tout ça, quand on voit tout ce qu'on fait aujourd'hui, tous ces mouvements, le fait qu'on en parle de plus en plus, mais à côté de tout ça, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent concrètement pour améliorer, pour faire en sorte que ces violences sexistes et sexuelles cessent vis-à-vis des femmes. Par rapport à ça, je pense que... comment dire ?
Concrètement, ok, pourquoi selon vous les choses ne bougent pas ou c'est très lent à bouger? Alors moi, je pense que je vais partir un peu dans le sens inverse où le projet, la question en fait, c'est que c'est pas la question en fait. Je pense que ça change à partir du moment où les gens oh là là, là j'ai À fait partir les du mots. moment où les gens ont envie de... T'as l'impression... Non, pas vraiment. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai l'impression que ça prend un peu de temps pour vraiment exploser, pour que le sujet explose, mais n'empêche que grâce aux réseaux sociaux et aux associations, ça se fait de plus en plus entendre et plus facilement. D'où le fait que c'est surtout via les réseaux sociaux qu'il y a eu cette grosse information autour de ces différentes manifestations et qui a fait ramener énormément de personnes pour y faire participer. Ouais. Ça, c'est l'avantage. C'est le plus, on va dire, comparé aux autres années. Et je pense que ça a évolué depuis le confinement. D'accord. Où là, je pense que ces questions liées aux violences aux femmes, en fait, ont repris... Les réseaux sociaux ont donné une nouvelle ampleur. ont donné clairement une nouvelle ampleur parce qu'en fait, le confinement a questionné à nouveau le sujet des violences faites aux femmes, car lorsqu'on était tous confinés, certaines se disaient, et certains aussi, il n'y a pas que les femmes, se disaient, mais les violences conjugales, les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants ont multiplié. Il y a des chiffres qui les prouvent qu'il y a eu un pic de violence, vu que certaines personnes, en fait, étaient confinées avec leur bourreau. Ouais. Et il y a eu énormément de communication pendant le confinement de 2020, vraiment à la naissance du Covid. Et encore juste après, je pense que oui, je pense que ça change et que les gens, en fait, sont de plus en plus... essaient plutôt de plus en plus... participer et soutenir ce genre de... Ce moment, ce que tu nous dis là, Fatih, en gros, c'est qu'on en parle de plus en plus de ces violences, mais pour autant, est-ce que la situation change en fait? Est-ce que concrètement, le gouvernement ou les associations et d'autres font en sorte que cela cesse? Parce qu'on voit encore aujourd'hui des témoignages de femmes qui disent qu'elles ont vu leur plainte refusée, et ce genre de choses, ou dans des entreprises ou autres, où on a connaissance de certains faits de violences sexistes, voire sexuelles. On en a conscience, mais derrière, les mêmes personnes qui sont coupables continuent à exercer ou autre. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en parle autant et qu'il n'y a pas d'action concrète derrière pour les limiter? Moi, je pense que on devrait, l'État français devrait plus réglementer en fait. Les mesures prises contre les personnes qui font ces violences-là, les agressions, etc. Et on remarque aussi, moi je trouve personnellement qu'au niveau de l'État, il n'y a pas assez de sensibilisation. Oui, sur les réseaux, il y en a, mais c'est des associations. D'accord. Mais au niveau de l'État, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas de campagne, en tout cas, moi, j'en vois pas beaucoup de campagnes de sensibilisation contre les violences faites aux femmes, etc., sachant que c'est un sujet, ça fait des années que c'est là et que en ce moment, ça fait que augmenter. Et donc, je pense que dans un premier temps, il faudrait réformer, en fait, la prise en charge d'une femme quand elle vient déposer plainte ou quand elle est victime, qu'elle vient déposer plainte contre son agresseur, que ce soit mieux pris en charge. Et après, ça revient aussi à la question sur les policiers, comment ils accueillent en fait les personnes là. Il faudrait qu'il y ait aussi plus de formation sur le côté psychologique de comment accueillir une personne, la posture, etc. Et surtout une personne qui est victime d'agression. Et aussi, c'est vrai que quand une femme est victime d'agression, de violence conjugale, généralement, en fait, l'homme, quand il est accusé, généralement, il n'y a pas trop de... Les sanctions sont faibles. Voilà. Ouais. Je crois que c'est une garde à vue ou un truc comme ça, mais il est vite libéré. Et du coup, c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de sanctions réelles, en fait. En tout cas, c'est toujours un problème et les associations et les collectifs, notamment féministes, continuent de se battre pour faire en sorte que les choses changent. Aujourd'hui, on parle du cas de la France, mais c'est un problème qu'on observe à l'échelle mondiale. Dernièrement, on a entendu parler, je ne sais pas si vous avez suivi,
l'affaire de la Miss Sénégal. Oui. Je sais pas, Fatia, toi, t'en as entendu parler? Oui, du coup, en fait, ça a raconté, en fait, ça s'est passé tout dernièrement. C'est encore une histoire assez chaude qui a eu lieu au Sénégal, où le comité de Miss Sénégal demandait à la Miss en question de participer à une manifestation. D'accord. Et durant cette manifestation, dont, comme je vous ai dit, on lui a explicitement demandé d'être là, elle a été violée par 5 hommes. À la suite de ça, la présidente de la commission de Miss Sénégal a refusé tout simplement de la soutenir. Et elle a même tenu certains propos qui ont choqué. Oui. Toi. Oui. Plus que choqué, je pense, choquer le monde, je pense, puisque c'est bien, cette histoire a quand même été exportée à l'international. On est tous au courant de cette honte, du comportement honteux de cette dame. Et clairement, en fait, elle s'était dédouanée de toute chose. Elle a même dit que... fallait qu'elle fasse attention. Voilà. Elle a complètement responsabilisé les elle a même dit elle est majeure et vaccinée. Un truc comme ça. Est-ce qu'elle sait réellement la définition de cette expression? Il faudrait qu'elle aille revoir ça aussi. C'est une honte. Et encore une fois, je crois qu'à la suite de ça, la mère de la Miss en question a pris la parole et a dénoncé le manque d'humanité de cette femme. Il y a même un mouvement là aujourd'hui qui vise à la faire retirer de son poste et même à dissoudre totalement le comité actuel de Miss Sénégal. Moi, ça me fait penser à une histoire très actuelle là aussi qui se passe en Guinée. Donc c'est l'affaire de la jeune femme Massila qui a été violée par des médecins et qui est morte suite à plusieurs opérations chirurgicales qui ont totalement échoué. Et cette jeune femme-là a été droguée par un médecin avant d'être violée par la suite. Et suite à ça, elle est tombée enceinte. Et lorsqu'ils ont essayé de la faire avorter, c'est là qu'ils ont fait vraiment n'importe quoi. Et au final, elle est décédée. Et cette histoire de drogue, c'est le fait de droguer les femmes. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on entend très souvent parler. On a vu qu'il y a une espèce de... On en parle surtout là aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais en France, il y a pas mal de jeunes femmes qui commencent à témoigner aussi. C'est ça. Est-ce que vous en avez entendu parler et comment faire aujourd'hui concrètement pour se protéger en tant que femme contre ce genre d'actes, pour éviter de se faire droguer? C'est une question c'est une question un peu difficile parce que comment éviter de se faire droguer? On peut pas en fait rentrer dans la tête des gens. Donc on peut pas se dire que en fait on peut c'est difficile de savoir comment réellement en fait éviter ça parce que c'est une personne qui pose cette action-là, on sait pas en fait quand est-ce que ça peut arriver et tout, donc franchement, moi, je ne saurais pas répondre. C'est vraiment très difficile de... Alors, moi, sur ça, je saurais répondre. Parce qu'il y a quand même une phrase qui est dite en ce moment, qui dit « Au lieu de dire à vos filles, et au lieu de dire, en tout cas, éduquez vos filles, faites en sorte qu'elles se protègent face à ce danger, faites en sorte qu'elles fassent attention, qu'elles soient plus à l'affût de tout ce qui peut arriver, commencez à éduquer vos fils. » Tout simplement. Et quand je dis éduquer vos fils, c'est pas... Et quand on le dit même, c'est pas envers les parents. Mais c'est plus, avant de chercher ce qui peut arriver à la personne, faire en sorte que les personnes qui le fassent, en fait, soient davantage... pas qu'éduquées, en fait. Soient davantage, peut-être, tout simplement contrôlées ou... je sais pas, mais en tout cas, que ce soit les personnes qui agissent de la sorte qui soient davantage surveillées et qui subissent en tout cas, comment dire, là je me perds dans mes mots, mais vous avez compris en fait. On a compris le message, éduquer vos fils, c'était le message principal de Fatia. Après moi j'avais lu quelque part que par rapport à ce qu'on met dans le verre, on peut reconnaître en fait l'aspect de ce qu'il y a dans notre verre. On peut tips comme ça. Apparemment on peut reconnaître pour savoir si ça a été mis quelque chose a été mis dedans ou pas. Après je sais plus comment, mais apparemment, c'est possible de savoir ça. On parle beaucoup du GHB, je crois que ça s'appelle du GHB. C'est souvent avec ça qu'on drogue les gens. En tout cas, les filles, ceux qui sortent, quand vous allez boire un petit verre, etc., gardez toujours un œil sur votre verre. Et puis, si vous partez, que vous le laissez, faites en sorte qu'il y ait quelqu'un de confiance à côté. Sinon, évitez de le boire. Je pense que c'est mieux pour se préserver.
on va s'arrêter là sur ce sujet et on va passer au dernier sujet. Je ne sais pas si c'est un peu plus joyeux. C'est plus soft. Ouais, c'est un peu pas plus trop. soft, on va dire. Pas trop quand même. On va parler des Energy Music Awards C'est ça. et de l'absence souvent de certains artistes. Et c'est ça. Fatia qui va nous en parler. Voilà. Comme vous l'avez su dernièrement, les Energy Music Awards ont eu lieu samedi 20 novembre dernier. Et qu'est-ce que c'est les Energy Music Awards ? C'est tout simplement une cérémonie de récompense retransmise à la télé et à la radio, et ce depuis maintenant 21 ans. Ouais. Ça a été créé en l'an 2000. Et il récompense des chanteurs francophones et internationaux. Et il y a eu une polémique autour de certains... plutôt, il y a une polémique autour de l'inclusion des artistes due au manque de présence de certaines personnes qui étaient liées à un genre spécifique dans la musique. Voilà. Merci Fatia. Alors, ce que Fatia a évoqué là, c'est que dans certaines cérémonies, notamment les Energy Music Awards, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes choses. On a l'impression que c'est un repas de famille. C'est très TF1 tout ça. Voilà, c'est un peu. Mais c'est très les chaînes en c'est toujours général. un Gims, un Matt Pokora, Luan, Angel, Slimane, Vita. Slimane, Vita. On a l'impression Soprano. que c'est un peu comme Noël chaque année, c'est toujours la même C'est ça. personne, les mêmes personnes. Et de temps en temps, il y a des invités spéciaux qui arrivent. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter, pour ramener un peu plus de diversité dans la présence des artistes? Moi, je pense que déjà, le problème qui se pose, c'est que les stars internationales, elles viennent de moins en moins. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, quand c'était, je sais pas, Anthony Cavana, je crois, qui présentait et tout, il y avait, c'était des stars internationales qui venaient sur place et tout. C'était vraiment quelque chose de fou. Et là, maintenant, c'est plus trop ça. C'est plus, ils font plus des lives, etc. Et je pense que déjà, ça pose déjà un problème par rapport à la à diversifier le truc, c'est que ça limite et comme c'est et du coup ça restreint, en fait c'est que les stars francophones qui viennent sur place et qui sont mis à l'honneur. Alors quand on regarde un peu sur les dernières années en termes de les gens qui viennent, parce que chaque année il y a des artistes qui viennent performer sur scène, il y a très peu de rappeurs. Oui. Alors que aujourd'hui, quand on regarde en France, ceux qui vendent le plus d'albums, ceux qui sont le plus écoutés, c'est les rappeurs en fait. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce décalage en fait et cette absence-là du mouvement des rappeurs et des rappeuses sur les scènes de ces cérémonies? Déjà par rapport à cette information que tu viens de dire, qu'il y ait peu de présence de rappeurs en sachant qu'ils vendent énormément, c'est véridique, puisque sur un document qui reprend en tout cas les ventes de l'année, le top 200 albums vendus en 2020, on a par exemple Vita et Slimane en première position. On enchaîne directement avec Ninho, Maes, puis Angèle, Dadju, Nekfeu, Jules, PNL, PLK ou encore Damso. Il y a pas mal de rappeurs. Il y a pas mal de rappeurs. Et les principaux qu'on connaît, quand je dis qu'on connaît, je pense qu'on les connaît tous ou peut-être pas. Mais pour les principaux qu'on connaît et qui sont souvent à la télévision, là j'ai regardé un peu. Slimane et Vita, Angèle, Dadju et la liste qui va avec que tu avais cité tout à l'heure. Ouais. Maintenant, pourquoi ces rappeurs ne sont pas sur scène? Je pense que c'est très important je pense qu'on a toujours vu en fait que à la télévision, il y a cette question de mettre en avant des artistes qui sont liés à la variété française, accessible à tous, accessible à toute une génération. Malheureusement, en fait, quand on voit que ces cérémonies sont censées récompenser le travail d'artistes également liés à des ventes conséquentes, on ne comprend pas en fait pourquoi ces artistes-là, surtout les rappeurs, ne sont pas présents sur scène. En fait, il y a vraiment un décalage. Un décalage. Moi, ça me fait penser à autre chose, c'est par rapport à la catégorie qu'on voit parfois qui tend à disparaître. Maintenant, c'est la catégorie musique urbaine. Alors on voit qu'actuellement aux États-Unis on essaye petit à petit de faire disparaître ça. Est-ce que on a vu aussi que les victoires de la musique ont décidé d'enlever cette catégorie qui était très critiquée? Est-ce que c'était pas une façon plus politiquement correcte, on va dire, de dire une catégorie où on met les Noirs, les Arabes, les banlieusards et tout le reste dans une catégorie? Ça reste un mot valise. Il englobe tout, et je pense qu'il englobe tout à partir du moment où on laisse des gens
nous catégoriser en tout cas ces artistes-là sans qu'il y ait vraiment un travail conséquent derrière. Ça veut dire, quand je parle de travail conséquent, je vais parler d'une expression, je ne veux pas dire à un boucher de devenir demain avocat, ça n'a pas de sens. On ne peut pas lui demander les lois qui existent en France. Bon, là, je mets les expressions, elles vont très loin. Très loin. Mais je veux dire, on ne peut pas demander à des personnes qui ne sont pas spécialisées dans le domaine, en tout cas dans le domaine de la musique, encore plus le domaine de la musique lié à certaines catégories, comme le rap, comme le zouk et tout ce qui va avec, de parler à la place de fins connaisseurs du sujet. Et malheureusement, je pense qu'il manque ce travail de cohésion entre vraiment les instances liées à la télévision, celles de la radio et celles des radios qui représentent en fait différentes catégories de la musique et non les radios les plus populaires qui généralisent, pas les radios les plus populaires, mais qui mettent en avant les variétés simplement françaises. Alors cette catégorisation-là, récemment il y a un petit extrait qui circulait sur les réseaux sociaux où il y avait un échange entre une rappeuse et Fred de Skyrock, où la rappeuse, j'ai oublié son nom, je crois que c'est de Joyce. Elle expliquait en gros qu'Aya Nakamura n'est pas... Aya Nakamura. Aya Nakamura, qu'est-ce que j'ai dit? Aya Nakamura ou un truc comme ça. Je suis pas Nikos Aliagas, hein. J'ai dit Aya Nakamura. T'as très mal articulé. Et donc du coup, elle expliquait qu'Aya Nakamura n'est pas une artiste urbaine en fait. Et Fred insistait sur le fait qu'elle fait de l'urbain, etc. Et ça en fait, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça peut avoir un impact négatif sur l'évolution de ces artistes-là, en fait. Moi, je pense que... Moi, je pense que oui, ça a un impact... Parce que quand on regarde bien, Aya Nakamura, c'est pas du... Enfin, pour moi, c'est pas du urbain, c'est plus de la pop. Certes, ses paroles, ça touche plus les personnes... je sais pas comment je peux dire. Ça touche plus les jeunes... Les jeunes en général. Voilà, en général, mais ça veut pas dire que c'est urbain. Et j'ai l'impression que dès que ça touche les jeunes ou dès que en fait un artiste, c'est ça, dès que un artiste vient issu de banlieue ou autre, directement c'est urbain, alors que non, c'est pas. Enfin, c'est pas la personne. En fait, j'ai l'impression il catégorise la personne et non la musique en fait. Ça c'est Moi je pense que ça a vraiment un impact au-delà de... Enfin, notamment, ça peut avoir un impact financier. Parce que si tu es catégorisé urbain, par exemple, tu passes pas sur toutes les radios. Tu passes pas... tu t'es pas nominé dans certaines catégories. Du coup, ça restreint un peu en tout cas ton audience. Et moi, ce que j'observe, et je le vois notamment avec Orelsan, par exemple. Orelsan, qui est un rappeur, qui est censé être un rappeur. Et quand je vois qu'il va dans toutes les radios, RTL, machin, et il va chanter, et quand je regarde les autres rappeurs qui sont noirs, arabes ou ici de quartier... Qui sont que sur Skyrock. Qui sont uniquement que sur Skyrock, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème là en fait? Après, on peut reprendre aussi Nekfeu. Nekfeu, pour moi, c'est la même chose que les autres rappeurs dont on dirait noirs, arabes et... Mais eux-mêmes, ils le disent en fait. Nekfeu aussi. En fait, je pense que là, si je t'écoute bien, d'accord, de ce que tu me dis, il y a aussi peut-être ce côté lié aussi à un sujet qui a pris le dessus en ce moment et surtout à travers la vie de cette rappeuse là. Quand elle parlait de Aya Nakamura, elle a fait aussi un aparté avec Diams sur le fait que vu qu'elle soit blanche, ça l'a facilité dans le monde du rap à prendre sa place. Et là, après, certaines personnes ont dit non, en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas une question de couleur, mais une question de qualité de ce qu'elle produit en tant qu'artiste. Et donc, pour toi, là, si j'ai bien compris, tu lis ça à la couleur de peau pour Orelsan, non? C'est un peu ça. Hein. Quand tu regardes, par exemple, au niveau des victoires de la musique, quand Damso a gagné, c'était exceptionnel, en fait. Parce que c'est tellement rare que des artistes vraiment rap gagnent ce genre de récompense-là. En tout cas, je pense qu'il y a un travail encore à faire. Et peut-être une dernière question avant de terminer. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir des cérémonies qui soient plus justes et plus représentatives de ce qui est écouté par les gens, en fait? Déjà, récompenser les artistes dits urbains, comme ils disent, entre guillemets.
supprimer déjà simplement. Cette catégorie. Voilà, supprimer, en Oui. fait, mettre tout le monde à sa place, normalement. Par exemple, Aya Nakamura, l'enlever de tout ce qui est urbain et la mettre dans la pop. Ouais. Et faire une catégorie... Je sais pas s'il y a une catégorie rap dans... Ça dépend des cérémonies. Je sais qu'avant, il y avait, ça a été supprimé. De la mettre, tout simplement, et de mettre chaque personne à sa place, sans faire de la discrimination. Moi, je pense que si on voit la cérémonie dans son ensemble, où on dit que c'est fait pour récompenser, comme je vous ai dit encore une fois, les Français avant tout et ensuite les artistes internationaux, c'est travailler sur ce que réellement ils produisent en tant que musique. Travailler par rapport à leurs résultats, à leurs ventes. Voilà, non, dans l'ensemble, c'est vraiment dans l'ensemble. Donc, voir les catégories dans lesquelles ils devraient être réellement représentés, les intégrer dans ce schéma d'apparition devant la télé et pendant une soirée qui est nationale, hein, c'est clairement une visibilité à une échelle nationale. Travailler aussi, je pense qu'il est aussi important de faire participer comme il se doit les gens, et je pense que à travers peut-être un vote en amont, ça serait plus intéressant, et c'est très actuel en fait d'utiliser les réseaux sociaux pour faire en sorte que les communautés qui soient très, très frileux de ce genre de musique. Voilà, même de ce genre de soirée, hein, tout simplement. Mais même la musique, puisqu'il y en a des fans qui soutiennent très très bien leur artiste favori et qui font en sorte de voter lorsqu'il y a des nominations. Mais je pense qu'il est important surtout de faire en sorte d'adapter vraiment la cérémonie aux artistes, mais aussi au public, parce que ça peut très bien influencer sur qui pourrait être présent sur scène. Et il n'y a pas ce travail-là. C'est un travail très TF1. Juste pour rebondir sur les votes, il me semble qu'il y a déjà un système de vote pour les énergies... SMS, mais c'est récent, ça. Je crois que... Enfin, je suis pas sûre. Je crois que c'est sur les réseaux sociaux, mais c'est pas assez mis en avant, justement. D'accord, ok. Je pense. Mais là, ça serait plus, pour moi, un travail en amont. Faire plus de promo, avant même que les Energy Music Awards commencent, peut-être tout simplement faire en sorte que le public participe à la création des artistes, ou au moins de certains artistes qu'ils souhaiteraient mettre en avant. Et à partir du coup d'un vote, prendre les 2-3 artistes et faire en sorte qu'ils apparaissent dans cette cérémonie-là. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On arrive à la fin de cette émission. Je ne l'ai pas dit, mais on était en live sur Instagram et sur Facebook également. Et l'émission, vous pourrez la retrouver d'ici quelques jours sur notre site internet ainsi que sur les plateformes d'écoute. L'émission, je ne l'ai pas dit non plus tout à l'heure, est en partenariat avec MNG Radio en Seine-et-Marne, que vous pourrez écouter. Je n'ai pas la fréquence, on la notera s'il faut. En tout cas, merci les filles pour cette émission. Merci. Merci. J'ai dit les filles. Oui. Merci Leslie. Merci Fatia. On recommence les applaudissements. Merci Lassana derrière la caméra. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui vont nous écouter plus tard. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Radio 4 Quarts. Bonne soirée à tous.